Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture qui va être un petit peu conséquent. Voilà. On va commencer donc assez rapidement parce qu'en plus il y en a un, je sais pas trop encore ce que je vais écrire, ni dire, ni quoi que ce soit. Donc on va commencer par Dan et Célia de Sophie Audouin Mamikonian. C'est dans la lignée des Tara Duncan, c'est avec les enfants de Tara en fait. Donc on suit Célia et Dan, les jumeaux, nés de sa relation avec Caliban. Et moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment dans la lignée des Tara Duncan, avec toujours cet humour, ce truc un peu dingue. Enfin, Caliban a toujours eu ce rôle très humoristique dans la saga que j'espérais retrouver et pas du tout. Je l'ai trouvé très en dessous des précédents de la saga de Tara Duncan. Et encore plus vu le nombre de fautes enfin le travail de correction n'a pas du tout été fait dans mon exemplaire. Donc je suis déçue. Voilà. Pour un livre qui est dans la lignée d'une saga, on fait un minimum d'efforts. C'est pas parce que c'est dans la lignée d'une saga qu'on va qu'on va faire moins de travail éditorial. Au contraire. Enfin, c'est mon avis humblement, personnel, pardon, BRV. Et sinon, l'intrigue en elle-même, j'ai envie de dire tout ça pour ça à la fin. J'ai envie de dire ça. En plus, la fin nous amène à une suite qu'on n'a jamais eue. Parce que bon, le livre est un peu sorti il y a très très longtemps. C'était du temps de mes anciens libraires, c'est vous dire. Donc déjà ça fait 4, peut-être 5 ans qu'il est sorti, je pense. Je pense pas me tromper en disant ça, mais du coup je suis censée écrire une chronique là-dessus et je l'ai toujours pas faite. Ça me motive pas du tout. Oui, donc 2016, hein. Donc ça fait 6 ans. Donc ne nous mettez pas une fin comme ça qui nous amène à une potentielle suite. Bon, du coup j'ai pas très envie de la voir honnêtement, mais c'est pas grave. Ensuite, on va rester dans l'esprit fantastique jeunesse avec Magique Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai longtemps hésité à le lire. Je vous explique pourquoi. On a souvent comparé ce livre à Harry Potter et à Miyazaki. Et moi, c'est un peu le genre de truc que j'aime pas, surtout avec Harry Potter, parce que combien de livres qu'on compare à Harry Potter et c'est pas vrai. Sauf qu'ici, si, un petit peu. Et j'ai bien dit un petit peu. En fait, on est ici avec Charlie. Dans le prologue, en fait, il est avec sa grand-mère qui est en train de cuisiner et elle a un livre particulier, un grimoire dans lequel elle peut dicter à voix haute ce qu'elle veut écrire dedans. Et Charlie s'amuse avec le livre. Hein. C'est bon enfant, c'est joyeux jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, mais il faudra lire tout le livre pour savoir exactement quoi. On sait juste que des années après, on retrouve Charlie adolescent qui va dans une école atypique. J'avoue que c'est pas le genre d'école qu'on a tendance à connaître. Il a oublié cette partie magique en fait qu'il a vécu gamin avec sa grand-mère. Et sa grand-mère a oublié. Elle a tout oublié. Elle va aller vivre chez lui. Et lui, entre temps, il va découvrir, je ne sais plus trop comment, mais va se retrouver magicien en fait, à découvrir l'univers des magiciens dont fait partie sa grand-mère. Et j'ai adoré l'univers en fait, il est extrêmement bien fait, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas forcément d'école, que tu dois apprendre tout sur le tas, avec quelqu'un qui va te former. Alors en plus j'adore le gars qui est censé le former, pardon, ça va aller. Le former, je ne me souviens plus de son nom, mais en fait c'est un personnage avec les longs cheveux typés asiatiques, donc forcément moi alors là j'étais là, mais vas-y, je prends. Personnage qui, sous ses airs un peu froid, un peu distant, un peu genre le gosse tu m'embêtes, en fait il est attaché à ce gamin forcément. Il a aussi un vécu avec la grand-mère, donc forcément ça amène des choses, il y a beaucoup de questions qui se posent, l'univers est extrêmement riche, extrêmement travaillé, il y a des créations qui sont juste hallucinantes que j'ai adorées, et il y a une petite critique du pouvoir en place là-dedans qui est assez intéressante. Même si c'est pas forcément ce qu'on retient. J'ai adoré les personnages féminins, il y en a pas forcément beaucoup, mais elles sont hyper importantes pour l'histoire. Et j'aimerais bien savoir, la meilleure amie de Charlie, qu'est-ce qu'elle va devenir dans la suite. On sait pas trop si elle va être là encore ou pas, moi je pense qu'elle va être là parce que elle a ce côté un peu casse-cou qui est forcément nécessaire à ce genre d'intrigue.
Et j'aime bien aussi, pour une fois, le trio, c'est pas 2 garçons et une fille, c'est plutôt 2 filles et un garçon. Sachant que la meilleure amie n'est pas ultra présente non plus, mais quand elle est là quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et j'ai été agréablement surprise, donc je vais voir pour me procurer la suite. La question, alors vous le saurez entre temps, parce que j'ai tellement de vidéos de retard à poster. La question sera de savoir est-ce que je l'achète à Trolls et Légendes et me le fais dédicacer, ou est-ce que j'attends patiemment chez ma libraire. C'est en cours de réflexion. Voilà, donc une très très bonne découverte et je ne regrette absolument pas cet achat. Ensuite, Paresse pour tous de Adrien Klent aux éditions Le Tripode, que voici. Nous imaginons ici un monsieur Émilien, j'ai retenu que son prénom, Émilien Long, un économiste un peu, pas paresseux, mais qui aime bien la farnienne quoi. Il vit dans le sud de la France et il écrit des ouvrages économistes qui font beaucoup parler, enfin qui plaisent beaucoup, jusqu'à ce qu'il écrive un livre sur... Voilà. Le titre en question n'y est pas pour rien, et son livre va faire énormément parler, parce qu'il va être publié à l'approche des présidentielles. Comme le livre en lui-même, en fait, c'est une mise en abîme assez incroyable. Déjà rien que ça, c'est très fort. Déjà la 4ème de couve, on l'a lu, moi quand je l'ai lu, je me souviens que je me suis dit, mais ça a l'air totalement frappé ce livre, totalement dingue. Et justement, c'est un peu l'une des raisons qui m'a fait l'acheter, et aussi l'avis de ma libraire qui m'a totalement convaincue aussi. Et effectivement, je regrette pas de l'avoir lu. Il y a des moments où je rigolais, mais je rigolais. Et je me suis dit, on est à l'approche des présidentielles, c'est aussi pour ça que je l'ai lu. Je dis, à l'approche de cet événement, il faut que je le lise pour donner beaucoup d'humour et un souffle un peu différent à ce qu'on voit à la télé en fait. Et je me suis dit, mais si un jour on avait un candidat de ce genre-là, je pense. Alors je pense que les gens voteraient pas pour ce genre de personne parce que honnêtement, les gens auraient trop peur. Et en même temps, quand vous lisez ce livre, le personnage de Émilien Long tient des propos, quand vous les recoupez tous ensemble, globalement, l'idée est imparable. Mais totalement imparable. Son idée, c'est de travailler 15 heures par jour en ayant tous un salaire minimum. Comme ça, il n'y aura plus forcément besoin d'aide sociale. Si on travaille moins, on a moins de problèmes de santé, donc au niveau des services médicaux, ça va beaucoup mieux pour le suivi. Il enchaîne toutes les idées en fait, et tout regroupé en fait, je me suis dit mais il est pas bête. Il y a quelques trucs où on pourrait pinailler honnêtement, mais dans l'idée elle est bonne. Et ce que j'aime bien, c'est que par rapport aux idées qu'il propose, ils vont suivre l'idée jusqu'au boutiste en fait. Il y a carrément le logo de sa campagne, mais voilà quoi, c'est juste mais extraordinaire. Et j'ai adoré, c'est la confrontation entre entre Émilien et une ministre c'est très très violent. L'entretien, enfin l'échange entre les deux est très violent. Et en fait, vous avez cette ministre qui est colérique, qui le prend de haut, mais qui essaie de se retenir parce que télévision oblige. Et en face, elle a affaire à un mec qui est hyper calme, qui est sûr de lui, qui sait ce dont il parle. Et qui n'est pas arrogant du tout, qui explique juste la cohérence des choses, sauf que du coup forcément il y a des lobbies qui perdraient de l'argent en grosso modo. Je peux pas je pourrais en dire encore plus parce qu'il y a tellement de choses dedans. J'adore aussi l'entourage qui s'est choisi pour la campagne présidentielle, c'est juste une super bonne idée. Je sais pas pourquoi l'auteur a écrit ça, mais j'ai très envie j'aimerais beaucoup discuter avec lui parce que franchement ça m'a donné envie de lire ces autres livres, qui sont pourtant aussi dans l'idée de parler de tout ce qui se passe enfin pas forcément dans le milieu politique, mais des choses qui sont pas forcément agréables à entendre à la télé, dans les médias ou quoi que ce soit, que lui il en parle avec beaucoup d'ironie. D'ailleurs la couverture en elle-même est déjà, voilà, donne déjà un très bon indice sur la situation. J'ai très envie de lire les autres du coup. Il est extraordinaire. On s'amuse, on rigole, on lit des choses qui nous paraissent extravagantes, et au fur et à mesure du temps, au début on rigole, et au fur et à mesure on se dit mais en fait c'est pas bête, c'est pas idiot, au contraire. Mais il n'y a aucun président, pourtant les candidats à l'élection, ils ont tous, enfin il y en a certains qui l'ont reçu en service presse, je pense qu'ils ne l'ont pas lu. Peut-être Macron, parce que l'idée qu'il propose sur le travail de 15 à 20 heures semaine pour les personnes au RSA, j'ai dit tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais il reprend pas l'idée complète.
faut pas déconner non plus. La lettre déchirée de Ella Balaire aux éditions Flammarion Jeunesse, que j'ai revue en salon. Voilà, avec la petite dédicace que j'ai pas montrée sur mes réceptions du salon du premier printemps littéraire de Maubeuge. Alors ça, c'est plus du jeunesse, évidemment. Je la connaissais pas en jeunesse, mais j'ai beaucoup aimé. On suit Stéphane qui, depuis l'absence de... Enfin, le départ de son père, suite au départ de son père, s'est muré dans le silence. Et suite à ça, il n'a plus su écrire ni lire. Enfin, écrire, c'est plus compliqué que ça. Il écrit, mais en fait, comme il ne connaît pas son orthographe, ou il refuse plutôt de manière inconsciente de le connaître, il invente des orthographes en disant il y en a bien un qui passera, en fait. C'est un peu ça, comme ça qui fonctionne. Et tout le long du livre, en fait, on suit ce personnage et on sait pas trop au début si c'est vraiment pas ou s'il fait pas l'effort. On sait pas. À un moment donné, on comprend. Et on comprend surtout qu'il trouve tout plein de techniques diverses et variées pour ne pas avoir à lire, par exemple, quand on vous demande de lire devant la classe, lui, comme il n'y arrive pas, mais il trouve des excuses, il fait l'imbécile, il est toujours vu comme le petit malin du cours qui va tout faire pour le faire rater ou ce genre de choses, alors que pas du tout, il fuit. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que ça montre bien que ça casse le stéréotype de l'illettrisme en fait. On considère, en France, il y a beaucoup de stéréotypes sur le fait que si t'es illettré, c'est forcément que tu t'as jamais été à l'école ou ce genre de choses. Alors pas du tout, là c'est dû à un traumatisme, c'est totalement différent. Et quand on voit le traumatisme, on se dit mais mince quoi. C'est... j'ai beaucoup aimé ce livre en fait. J'ai beaucoup aimé aussi l'écriture parce que c'est là. Et là, une écriture... elle arrive à faire ressortir les émotions. Je me suis même dit ça pourrait faire un très beau court-métrage film, ça serait un peu long peut-être, mais en court-métrage ça pourrait être génial. Parce que je voyais Stéphane, je voyais les flashbacks, j'avais l'impression de ressentir ses émotions, après c'est là. Et là, elle est comme ça. Et on va continuer avec la même autrice, mais avec Poisson Rouge et autres bêtes aussi féroces, aux éditions des femmes, dédicacées également. Je lui fais tout dédicacer, franchement j'adore cette autrice. Et alors ce livre-là, petite anecdote, c'est que quand je l'ai commencé, dès la première nouvelle à la fin, j'ai claqué le livre sur la table. C'était une réaction physique, vraiment c'est très rare les livres qui me font avoir des réactions physiques comme ça. En fait, en quatrième de couve, je crois même qu'il y a... Ouais, il y a une préface d'un monsieur. Alors la préface, moi les préfaces, je suis toujours un peu... Voilà. J'ai un peu de mal avec les préfaces, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que ce livre a été comparé un peu à ce que fait Edgar Allan Poe. On est toujours entre la frontière entre réel et fantastique, et on ne sait jamais dans quelle mesure on y est, et effectivement je confirme totalement. Dès la première nouvelle, j'ai dit mais oui, j'en ai lu très récemment de Edgar Allan Poe, j'ai dit mais c'est exactement dans le même esprit, mais avec la plume de Ella. Et c'est là où voilà, après, Ella aime beaucoup Edgar Allan Poe, donc forcément ça se regroupe. Moi je me souviens qu'elle nous avait lu, quand j'avais rencontré la première fois, un extrait de la première nouvelle, justement, Les Poissons Rouges. Donc je la connaissais un petit peu, la nouvelle, elle avait lu quelques extraits. Et en plus, alors justement en le lisant, j'avais encore sa voix qui tournait en même temps en fond. Et en même temps, je le lisais. Et il y a tellement d'ironie, en même temps de douleur dans ces nouvelles. Par moments, il y a toujours ce petit truc, un peu d'humour noir que j'aime beaucoup. Moi, j'adore l'humour noir. Elle va pas trop loin, je vous rassure. Si vous n'aimez pas, rassurez-vous, elle ne va pas à fond dans l'humour noir. Mais j'ai totalement mis. Il y a une nouvelle, par contre, où j'ai relu. Il y en a deux. Il y en a une, j'ai relu la fin parce que j'étais pas sûre d'avoir compris ce qui s'est passé, le vide en fait qu'il y avait entre deux passages. Et là je me suis dit en fait l'idée c'est pas de comprendre, c'est juste d'accepter. Et l'autre par contre j'étais là à me dire à la fin non mais elle a pas écrit ça. Je lui ai posé la question au salon et ma vision de la nouvelle, de la fin est vraie. Et en fait elle m'a expliqué en même temps que c'était un peu inspiré de la mythologie sur certaines nouvelles, notamment celle-ci. Et je me dis ah ouais, mais quand on nous dit mythologie, ça passe mieux en fait. C'est juste ça. Et il y a une nouvelle qui m'a marqué, le faucon, si je me souviens bien, ou le vautour, je sais plus.
La chienne de chasse, elle était bien. Il y a 2-3 nouvelles, il y a un côté féministe dedans qui est très agréable. Et ouais, c'est le faucon. Le faucon, celle-là m'a marqué parce que c'est autour des femmes, mais surtout les femmes qui se sentent pas bien dans leur peau parce qu'elles se trouvent trop grosses, pas assez musclées, pas assez ci, trop comme ça, machin. Et en fait, il y a un vendeur qui va proposer des tissus divers et variés en fonction de ce que vous voulez corriger en fait. Et au début ça part d'un bon sentiment, mais il y a le dérapage forcément, et celle-là elle est extrêmement bien faite, enfin elles sont toutes très bien faites honnêtement. Je... puis cette plume, voilà, il y a toujours cette forme de poésie, en même temps il y a des choses tellement belles, on a l'impression de se poser, de regarder un paysage absolument merveilleux de France par exemple. C'est beaucoup de personnages adultes, ça change parce que moi je suis habituée aux personnages assez jeunes, enfin ados, jeunes adultes. Là non, on est sur des personnages qui ont une vie, on sent qu'il y a le bagage derrière. Donc forcément ça m'a forcément parlé. Alors le livre a un peu morflé parce qu'en le posant je l'ai plié. Je m'en veux. Ensuite, le contrat de Ella Baller. Oui, on continue. Donc on a commencé, on continue. Ici, alors ça tombe bien, j'ai été à la table ronde concernant ce livre notamment, donc je vais pouvoir un peu vous en parler. Ça m'a permis de trouver les bons mots. Ici on va suivre Christophe Lambert. Alors j'avais pas fait le lien avec l'acteur, mais ils l'ont rappelé à la table ronde, mais il n'y a rien à voir avec l'acteur. En fait c'est un monsieur qui travaille dans le monde de l'édition. Son ami est écrivain, il s'appelle Pierre Camus. Et ce Pierre Camus va mourir dans un accident de voiture, et il y avait son dernier manuscrit qu'il voulait faire lire à son meilleur ami. Et ce meilleur ami donc va le récupérer et va trouver un moyen de l'éditer. Mais il se dit, mais quitte à l'éditer, autant trouver un truc quoi. Une maison d'édition, quelque chose, un cadre pour qu'on ne puisse pas trop l'embêter. Et en fait il va se dire, bah, comme il aime pas les auteurs, qu'il les trouve arrogants et qu'il les trouve chiants quand ils sont en vie, il se dit, bah, je vais publier des auteurs morts. Donc il va créer la maison d'édition Thanatographe. J'adore. Franchement, le personnage de Christophe Lambert est honnêtement une pourriture, mais il a un charisme. Alors elle lui a donné un charisme absolument incroyable. C'est juste très rare ce genre de personnage, et d'arriver à ce qu'on l'apprécie sans trop l'apprécier. Vous voyez la petite subtilité. Et il va rencontrer Jeanne, une autrice qui n'a pas écrit depuis longtemps, qui se sent très seule, invisible, qui ne s'aime plus. On sent dans l'écriture, dans ces passages, les passages de Jeanne m'ont beaucoup touchée personnellement. Après, c'est tombé dans un moment de ma vie où pareil, c'est encore un truc. Et la Baller a ce chic en fait de tomber au bon moment. Enfin, je sors ces livres de ma pile au bon moment en fait, à chaque fois. Et ça fait mouche. Et en fait, il va rencontrer Jeanne et il va se dire, bah, je vais lui faire signer un contrat. Il y a une relation qui va se tisser entre les deux. On ne sait pas de quel type de relation. Est-ce que c'est juste de l'argent, soyons honnêtes, ou est-ce que c'est de l'amour aussi, parce qu'on sent une petite attraction. D'ailleurs, les choix de surnoms qu'elle va donner à ses personnages, que Ella va donner à ses personnages, sont pas anodins. Quand on connaît ces choses-là, où on se dit tiens, c'est bien choisi la comparaison, enfin la métaphore, je dirais plutôt. Et puis c'est écrit avec tellement de poésie, avec ce juste côté d'humour noir qui fait plaisir. Et en parallèle, on suit une grand-mère qui reçoit du monde de temps à autre, et qui en fait, elle aussi, elle écrit un testament. Enfin, on voit un dossier écrit de testament, mais en fait, non, elle écrit un livre aussi. Et le truc, c'est de savoir qui va accepter de signer ou pas, et qu'est-ce qui va se passer. Et on suit aussi d'autres personnages. Je vais pas trop en dire parce que j'ai peur d'en dire trop, mais on suit aussi d'autres personnages. Moi, à un moment donné, je me suis dit, je crois que j'ai trouvé le lien. Et après, je me suis dit non. Après, je me suis dit, waouh, ça me paraît trop simple. Connaissant Ella Baller, c'est jamais simple avec elle. C'est les évidences oubliées, et je le sais. Et en fait, quand j'ai lu la révélation, la grosse révélation du livre, on va dire, au début du chapitre, je viens de découvrir le poteau rose, donc je suis dans un état psychologique, physique, infernal, le téléphone sonne. J'ai cru que j'allais hurler. Enfin, j'ai hurlé d'ailleurs, c'était mon père, et je lui ai dit au téléphone, quoi?
raccroche, je suis occupée là, tu comprends pas ce que je suis en train de vivre. Donc il me parlait encore plus, je vais hurler aussi au téléphone, je faisais du step dans l'appart sur place parce que j'en pouvais plus physiquement, c'était trop intense. De toute façon mon père avait passé sa journée à faire ça, à me parler pendant que je lisais, plus j'étais dedans et plus il me parlait. Moi je lui ai dit mais tu vas te le prendre dans la figure le livre, mais j'ai trop de respect pour Ella, donc tu iras l'acheter si tu veux le lire, voilà. Mais c'était juste pour m'embêter. Et honnêtement, ouais, j'ai pas vu venir les rebondissements, ils sont juste... Mais oh, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ce genre de choses, de rebondissements tels que tu te dis mais j'ai rien vu alors qu'il y avait tous les indices en fait. Tous les indices étaient dedans. En plus, quand je l'ai dit à l'autrice, elle m'a dit tous les indices étaient là. Bah, après coup, oui, on se dit qu'il y a des choses, on aurait dû percuter que c'était un peu trop quoi. Et en même temps, ouais, non mais elle nous a eu quoi. Enfin c'est là de toute façon, j'ai hâte qu'elle sorte un autre livre. En attendant j'ai encore du retard sur elle parce que j'en ai un nouveau à lire et j'aimerais bien me procurer tous ces autres livres. Il faut juste le compte bancaire. Bon bah j'ai dû faire un montage vidéo puisque ma caméra m'a lâchement abandonnée alors que j'étais enfin motivée à vous faire la... Enfin motivée. En fait, je sais pas si j'arriverai un jour à mettre les mots sur ce livre, donc je me suis dit tu te lances, tu verras bien, et ma caméra dit stop. Donc c'était pour vous présenter La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bogassar, co-édité par Philippe Ray et Jimson, et comme vous savez, donc prix Goncourt, sauf que ma libraire me l'avait recommandé depuis la sortie du livre officiel, et j'avais hésité, il me faisait peur en fait. Pourquoi j'en sais rien, mais il me faisait peur. Pourtant, ce que m'en a dit la libraire, c'est tout ce que j'aime, et je me suis dit, je sais pas, je le regardais tout le temps, je disais oui, je sais pas, j'en sais rien, je réfléchis, je médite la question. Et puis à un moment donné, il y a eu une chronique dans le quotidien, la chroniqueuse avait la même sensation par rapport au livre en se disant, il fait peur. Pourquoi on sait pas, mais il fait peur. Et elle l'a lu, elle a tellement aimé, et du coup je me suis dit, bon allez, je vais le prendre. Je l'ai acheté le lendemain, je crois, où il a eu prix Goncourt, ou le jour même, je sais plus trop. C'était le dernier exemplaire de ma libraire avant la rupture de stock. J'ai eu un bol pas possible, comme d'habitude. Alors ici, on suit Diegan en 2018. C'est un jeune écrivain sénégalais qui vit à Paris, et avec d'autres écrivains africains. Ils se retrouvent régulièrement, et lui en fait il est hanté par un livre mythique paru en 1938 qui s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain. Et en fait il est hanté par ce livre parce qu'il en a entendu beaucoup parler, il rêve de le lire, et c'est quelque chose qui est ancré en lui, et il va finir par avoir cette chance merveilleuse de pouvoir le lire. Et en fait on sent que c'est pas seulement le livre qui le travaille, c'est aussi l'auteur lui-même de ce livre, dont j'ai oublié le nom. Il n'y a pas le nom en 4... Si, Tissi Liman. Il fait des recherches sur cet auteur, et il va faire des recherches et va les pousser assez loin. Donc on a cette quête par rapport à Diegan qui... je pense qu'il cherche après le livre ultime, parce que lui, les seuls livres qu'il a écrits, il considère que c'est pas terrible, voire nul. Grosso modo, c'est un peu ça. Et il aimerait bien pouvoir écrire un livre extraordinaire, il essaie, il n'y arrive pas, il est tellement hanté par ce livre mythique que quand il va avoir cette chance de le lire, on sent sa réaction à la fin. Et je ne sais plus qui lui fait lire, mais à la limite on s'en fout, vous découvrirez tout, c'est mieux. Parce qu'en fait on a justement Diegan, et on a d'autres chapitres qui sont sur d'autres personnages du livre que je vous laisserai découvrir, parce que c'est toute la... Oh, j'arrive pas à mettre des mots dessus, ça m'agace, je vous jure, c'est très compliqué de chroniquer ce livre. Je sais absolument pas comment je vais écrire une chronique dessus. Ma libraire avait galéré, elle en avait écrit une, et finalement il a eu le Goncourt au moment où elle a réussi à mettre des mots dessus. Donc ça a mis plusieurs mois quand même, et du coup elle l'a pas mise parce qu'elle s'est dit il a eu le Goncourt, c'est bon, il a pas besoin de pub. Et en fait c'est déjà les extraits, parce qu'il y a quelques extraits inventés forcément de ce livre mythique, Le labyrinthe de l'inhumain. On a quelques extraits, on dit waouh. Alors on aimerait lire tout le long du livre, je me disais mais j'aimerais qu'ils nous mettent le livre complet de ce livre mythique,
Sauf que c'est une création de l'auteur de Mohamed M. Bougassar, donc forcément elle y est pas. Un petit spoiler, mais en fait je vous explique pourquoi c'est pas trop un spoiler. J'ai laissé le marque-page dedans, c'est vous dire comme j'étais obnubilée par ce livre un peu. Je me souviens juste de ma réaction par moment où j'ai relu certains passages parce qu'il a une plume, l'auteur, mais incroyable. Il dit des choses avec une simplicité étonnante, mais avec une tournure de phrase que je n'ai jamais vue ailleurs. Et dans une seule et même phrase, il a été capable de mettre un mot que je ne connaissais absolument pas, et à côté, limite, un mot plutôt vulgaire. Enfin, vulgaire ou en tout cas familier. Et je me suis dit, mais c'est de l'art de savoir faire ça sans que ça soit choquant, en fait. Il y a une critique du monde littéraire dedans qui est très intéressante et je trouve très juste. Même moi, ma catégorie, moi, les lecteurs addicts, les blogueurs et tout ça, on s'en prend un peu pour nos grades, honnêtement, mais sans manquer de respect. C'est pour ça que ça passe. C'est qu'il n'y a pas de manque de respect, c'est juste un avis à tous les niveaux. Hein. Et on voyage aussi bien dans le temps et dans l'espace, puisque on parle de la Seconde Guerre mondiale dedans, on parle aussi de l'esclavagisme, enfin du colonialisme et de son impact surtout sur la communauté, enfin sur tout le monde en fait, sur le monde, encore aujourd'hui. Surtout à l'époque où on parle de ce livre, il y a des articles de presse qu'il a imaginés, il y a des choses. Je vous jure que ce livre, il a été extrêmement travaillé et je me demande si cet auteur est capable de faire au moins aussi bien. Je vous jure, j'ai tellement aimé ce... Enfin, c'est même pas une question d'aimer ou non, c'est, je pense, plus la question d'adhérer ou non. Parce que soit on se plonge dans l'histoire, soit on s'y plonge pas. Et cette quête qu'il a, Diegan, est juste incroyable. On voyage en Afrique, on voyage en France, il y a des personnages qui apparaissent, qu'on voit plus, enfin... J'arrive même pas à en parler, ça m'agace. Et en fait, à la fin, quand j'arrivais au final, j'ai posé le livre. Mes parents m'ont regardé parce qu'en fait, j'avoue que je me suis rendu compte pendant le salon littéraire, printemps littéraire. J'ai souvent dit, bah, mes parents m'ont demandé ma chambre. Je me dis, en fait, tu lis plus quand t'es chez tes parents que chez toi. Ça veut tout dire. Et du coup, mes parents m'ont dit, alors, parce qu'ils savaient que rien que pour la plume, j'étais mis dedans en fond. Et je leur ai dit, mais je sais pas. J'avoue que la fin, je n'avais aucune idée de la fin, honnêtement. Tout le long, je me suis jamais posé question de la fin. Et le personnage de Tissi Eliman est juste incroyable. Tout le long, en fait, limite, au début, on est à fond sur le livre, ce fameux livre mythique qu'on a envie de lire parce qu'on se dit, mais s'il a fait autant parler, s'il y a eu tous ces articles de presse, des choses qui... Enfin, l'auteur, quand même, est capable d'écrire des choses du point de vue de personnes blanches, nauséabondes, mais bon, pour l'époque, c'était limite normal. C'est horrible ce que je dis, mais c'est une stricte vérité. Et paradoxalement, il arrive à changer sa plume en fonction des personnages, à raconter des choses hallucinantes. Moi, j'ai du coup découvert un peu l'histoire du Sénégal. J'ai découvert, enfin pas du Sénégal, mais je sais plus quel pays africain. Je suis désolée. Je m'excuse par avance si je choque des gens en disant ça, mais ce livre, en fait, limite, pour moi, c'est l'Afrique globalement qu'il faut retenir, même si là, on vous parle quand même d'un pays en particulier. D'ailleurs, dans le quatrième de couvre, c'est plus ou moins dit qu'on parle surtout de l'Afrique dans son ensemble. Mais ce personnage, Tissi Liman, l'histoire de ce personnage, on finit par la découvrir. J'en dis rien du tout, parce que franchement, je n'aurais jamais deviné. À un moment donné, on a un tout petit soupçon d'indice. Mais alors, même ça, c'est oublié. En fait, c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il mélange l'aspect historique, l'enquête, mais sans que ce soit purement une enquête. Je veux dire, certes, il essaie de retrouver la trace de cet auteur, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On sent qu'il y a un travail aussi sur l'impact de l'histoire sur le long terme dans la civilisation d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, j'y crois. Mais complètement. Complètement. Du coup, je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas. Et effectivement, là, je vois marqué
l'exigence de l'écriture, et ouais, il y a une exigence dedans, c'est juste hallucinant. Ma libraire le suit depuis ses débuts, donc moi après ça, j'ai été chercher tous les autres livres de l'auteur qu'elle avait. Euh, je... je sais même pas... Je sais que des gens n'ont pas apprécié. J'ai vu quelques chroniques négatives quand même. Et c'est normal, hein, je pense que c'est un livre hyper exigeant qui demande du temps, qui... je veux dire, on a des passages comme ça en italique et limite, je pense que c'est des passages que j'ai... Enfin, pas le plus apprécié, ce serait exagéré, mais... là, on a des articles. Alors en plus, c'est d'autant bien plus impressionnant qu'il a quand même utilisé des personnages historiques ayant réellement existé. Des auteurs ayant réellement existé. Ou existent encore. Et ça, c'est magistral. D'avoir fait ça, d'avoir traversé l'histoire et de se baser sur des personnes existantes pour certaines. Et donc faire ce livre magistral. C'est une claque. Je sais que des personnes ont eu les larmes aux yeux et moi non, j'ai pas pleuré, j'ai pas eu envie de pleurer non plus. Et en même temps, oh, je sais pas, ça m'agace, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Je n'y arrive pas. C'est... Pourquoi je refeuillette? J'en sais rien. Je suis désolée pour cette chronique totalement décousue. Pour une fois, ça arrive, mais et je trouve que la citation qui est mise en quatrième de couve est totalement juste. Je vous inviterai à aller la voir. Oui, par rapport aux blessures humaines aussi, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'énorme là-dessus. J'y arrive pas. Bref, tout ça pour vous dire que ce livre m'impressionne profondément et que c'est pas pour rien que j'en ai eu peur, mais que j'ai savouré la plume de l'auteur, que je me ferai un plaisir. Si vous l'avez entendu en interview, l'auteur, voilà, il y a un truc qu'il faut savoir. Si vous l'avez entendu en interview, moi je l'ai entendu parler. Et ben dites-vous que si vous avez aimé sa façon de parler, vous aimerez le livre. Franchement, ça se rejoint tout à fait. De toute façon, quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, c'est la plume est de ce niveau-là, mais waouh, trop bien. Bref, je vais arrêter là, je vais arrêter de m'étendre sur le sujet, c'est bon, je crois que vous avez compris l'idée, que c'est un livre dont on ne peut pas chroniquer. On ne peut pas. Il faut le lire et puis c'est tout. Donc c'est ce, je vous laisse. Désolée encore pour ce truc totalement décousu. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre de lire les livres, ceux que j'ai mis en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt. Salut!